Deux B-2 Spirit volaient depuis près de 2 heures. À première vue, il n'y avait absolument rien d'inhabituel. Le ciel était sombre. La mer, plusieurs kilomètres plus bas, semblait parfaitement immobile. Et pourtant, quelque part dans cette immense étendue de ciel, quelque chose venait de changer. Les 2 bombardiers américains poursuivaient leur trajectoire sans émettre le moindre signal inutile. Leur mission était simple: traverser une zone sensible sans être détecté. Le B-2 avait précisément été conçu pour ce genre de scénario. Sa silhouette en aile volante, ses matériaux absorbant une partie des ondes radar, et surtout sa capacité à réduire considérablement sa signature en faisait l'un des appareils les plus difficiles à repérer. Les 2 équipages avaient donc une confiance presque totale dans leur furtivité. Mais à plusieurs dizaines de kilomètres, un autre avion venait de décoller. Un Rafale français. Son pilote n'avait pas reçu l'ordre d'attaquer. Il devait simplement identifier un contact inhabituel signalé dans une zone aérienne sensible. Au départ, personne ne pensait que cette mission allait devenir exceptionnelle. Le pilote français suivait sa route. Les systèmes de l'appareil analysaient continuellement l'environnement. Puis, une information apparut. Fable, instable, presque invisible. Le pilote observa son écran pendant quelques secondes. Il ne pouvait pas encore identifier la cible, mais quelque chose était là. Et surtout, il y avait 2 signatures, 2 appareils. Le centre de contrôle confirma rapidement les données. 2 contacts inconnus se dirigeaient vers la même zone. Le pilote du Rafale reçut alors une instruction simple: approcher. Identifier, ne rien provoquer. Il accéléra. Pendant ce temps, les 2 B-2 poursuivaient leur mission, sans savoir qu'un 3e appareil se rapprochait. À bord du premier bombardier, l'équipage travaillait dans le calme. Aucune alerte, aucun avertissement. Rien ne semblait indiquer qu'un avion français était désormais dans la même zone. Puis, une donnée inhabituelle apparut. Le système détecta une activité aérienne à distance. Le commandant vérifia immédiatement les informations. Impossible de confirmer l'identité, mais la possibilité qu'un chasseur soit en approche ne pouvait plus être ignorée. Les 2 B-2 modifièrent légèrement leur trajectoire. Le Rafale continua d'avancer. La distance diminuait. 60 km, 50, 40. Le pilote français savait qu'il devait rester extrêmement prudent. Il ne cherchait pas à démontrer qu'il pouvait détecter les B-2. Il cherchait simplement à comprendre ce qu'il avait devant lui. Puis, soudain, une 2e information apparut sur son écran. La position du premier contact avait changé. Le pilote fronça les sourcils. Il vérifia ses instruments, puis regarda à nouveau. Les 2 appareils semblaient avoir légèrement modifié leur trajectoire, comme s'ils avaient compris qu'ils étaient observés. À cet instant, une question traversa son esprit. Les B-2 avaient-ils détecté le Rafale, ou étaient-ils simplement en train d'exécuter leur mission? Impossible de le savoir. Mais le pilote français continua son approche. Il réduisit légèrement sa vitesse, puis modifia son altitude. Son objectif était de conserver suffisamment de distance pour éviter toute escalade, mais aussi suffisamment proche pour obtenir une identification fiable. Quelques minutes passèrent, et soudain, une silhouette apparut à travers les nuages. Une forme étrange, presque plate, sans empennage classique. Le pilote comprit immédiatement. Un B-2 Spirit. Puis il aperçut le second. 2 bombardiers furtifs évoluaient dans le même secteur. Le pilote français resta silencieux. Il venait de confirmer ce que les systèmes lui indiquaient depuis plusieurs minutes. Mais quelque chose était encore plus surprenant. Les 2 B-2 n'avaient apparemment pas identifié visuellement le Rafale. Le chasseur français se trouvait désormais dans une position où il pouvait observer les bombardiers. Mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait les engager. Et c'est là que la situation devenait réellement intéressante. Parce qu'un avion furtif n'est pas littéralement invisible. La furtivité ne signifie pas disparaître. Elle signifie
réduire la probabilité d'être détecté, suivi et identifié à longue distance. Et cette nuance allait devenir essentielle. Le pilote du Rafale reçut alors un nouveau message. Maintenez la distance. Confirmez l'identification. Il obéit. Aucune arme ne fut utilisée. Aucune manœuvre agressive. Mais dans les deux cockpits américains, la tension commençait à monter. Les équipages savaient désormais qu'un chasseur français se trouvait quelque part dans leur environnement. Ils ne savaient simplement pas exactement où. Le premier B-2 modifia légèrement sa trajectoire. Le second suivit. Le Rafale conserva son altitude. Puis le pilote français fit quelque chose de très simple. Il attendit. Il ne cherchait pas à poursuivre les bombardiers. Il voulait comprendre leur route. Car dans une opération aérienne moderne, savoir où se trouve un appareil n'est parfois que la première étape. La véritable question est souvent « Pourquoi est-il là ?» Les minutes passèrent. Le Rafale suivait toujours à distance. Les B-2 poursuivaient leur mission. 3 appareils, 3 équipages, une même zone de ciel. Et aucune certitude sur les intentions de l'autre. Puis, une nouvelle alerte apparut. Cette fois, sur les systèmes du Rafale. Une activité électronique inhabituelle. Le pilote vérifia immédiatement ses instruments. Il ne savait pas si cette émission provenait directement des bombardiers ou d'un autre élément de l'environnement. Mais une chose était claire, la situation devenait de plus en plus complexe. Le pilote français informa son centre de contrôle. La réponse fut immédiate. Continuez l'observation, aucun engagement. Le Rafale resta donc à distance. Et c'est précisément à ce moment-là que les deux B-2 changèrent de stratégie. Ils se séparèrent légèrement. Le premier poursuivit sa route. Le second prit un cap différent. Le but était peut-être simplement opérationnel. Mais pour le pilote français, cela créait un nouveau problème. Lequel devait-il suivre? S'il suivait le premier, il risquait de perdre le second. S'il restait au centre, il pouvait surveiller les deux, mais avec moins de précision. Il prit finalement une décision, rester entre les deux. Pendant quelques minutes, la situation resta parfaitement stable. Puis, le premier B-2 disparut derrière une couche épaisse de nuages. Le second fit exactement la même chose. Et pendant quelques secondes, le Rafale ne vit plus rien. Le pilote regarda son écran. Les contacts étaient toujours là. Mais la visibilité était devenue presque nulle. Il ralentit, puis attendit. 1 seconde, 2, 3. Soudain, le premier B-2 réapparut, puis le second. Mais leur position avait légèrement changé. Le pilote français comprit alors quelque chose. Il n'était pas face à un simple exercice de furtivité. Il observait une véritable démonstration de gestion de l'espace aérien. Les B-2 avaient profité de l'environnement pour compliquer leur suivi. Mais le Rafale avait lui aussi réussi à conserver une conscience suffisante de la situation pour ne pas perdre complètement les deux appareils. Aucun camp n'avait réellement gagné. Et pourtant, les deux camps venaient d'apprendre quelque chose. La furtivité ne rendait pas un avion magique. Et la détection ne signifiait pas automatiquement qu'un adversaire pouvait être engagé. Le pilote français reçut finalement l'ordre de mettre fin à l'interception. Il s'éloigna progressivement. Les deux B-2 continuèrent leur mission. Quelques heures plus tard, les données de la rencontre furent analysées. Les experts examinèrent chaque étape. La détection initiale, les changements de trajectoire, les conditions météorologiques, la gestion des capteurs et surtout, le comportement des 3 appareils. La conclusion fut beaucoup plus nuancée que ce que les passionnés auraient imaginé. Le Rafale n'avait pas vaincu les B-2. Les B-2 n'avaient pas non plus échappé miraculeusement au Rafale. La réalité était plus intéressante. Dans le monde du combat aérien moderne, tout dépend du contexte. Un avion furtif peut être détecté dans certaines conditions. Mais être détecté n'est pas la même chose qu'être suivi avec précision. Être suivi n'est pas la même chose qu'être engagé avec succès. C'est cette différence qui change complètement la manière de comprendre la guerre aérienne moderne.
le B-2 reste un appareil conçu autour de la furtivité et de la pénétration. Le Rafale, lui, combine capteur, polyvalence, guerre électronique et capacité de combat multirôle. Les comparer comme s'ils étaient simplement deux avions destinés au même rôle serait donc une erreur. Ils ont été conçus pour des missions très différentes. Et c'est précisément pour cela que cette rencontre hypothétique est aussi fascinante. Deux philosophies, deux doctrines, deux technologies, un même ciel et une seule leçon. Dans une guerre moderne, celui qui voit l'autre en premier possède peut-être un avantage, mais celui qui comprend le mieux ce qu'il voit peut avoir l'avantage décisif. Cette histoire est un scénario fictif inspiré des capacités publiquement connues du B-2 Spirit et du Rafale. Elle ne décrit aucun affrontement réel entre ces appareils, mais elle pose une question fascinante. Si deux B-2 tentaient réellement de traverser une zone surveillée par des Rafales, combien de temps pourrait-il rester inconnu? Et surtout, le premier contact serait-il vraiment le moment le plus important? C'est peut-être là que commence le véritable débat. Si vous deviez choisir un appareil pour une mission particulièrement sensible, le B-2 Spirit ou le Rafale? Dites-le dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires militaires, les technologies aéronautiques et les scénarios hypothétiques racontés comme des documentaires, abonnez-vous. Parce que dans le ciel moderne, le plus dangereux n'est pas toujours celui que l'on voit. C'est parfois celui que l'on ne comprend qu'une seconde trop tard.